Pour pouvoir travailler convenablement avec des angles et des cercles, il faut bien maîtriser les notions qui suivent. Commençons par une tâche introductive. On doit rénover ce toit conique de Leineburg et on demande quelle est l'aire approximative de ce toit. Il est vrai que ce toit n'est pas exactement un cône, mais il peut être modélisé par un cône. Tous les points de cette circonférence se trouvent exactement à la même distance de ce point sommet du cône. Et comment est définie une circonférence? Comment est défini un cercle? Un cercle C, c'est l'ensemble de tous les points d'un plan qui sont équidistants à un point fixe de ce plan. Le point fixe, c'est le centre du cercle, et la distance donnée, c'est le rayon du cercle. Donc, voici un cercle, c'est bien l'ensemble de tous les points de ce plan qui se trouvent à la même distance r de ce point, centre du cercle. Nous allons déterminer maintenant comment on peut calculer le périmètre. Ici, on a choisi la lettre U, U comme Umfang en allemand, et comment on peut calculer l'aire d'un cercle. Pour déterminer d'abord le périmètre, nous allons procéder comme ceci. Voilà un cercle dont voici un diamètre. Diamètre que je vais déplacer vers là. Et maintenant, on va courber ce diamètre selon un arc de circonférence qu'on peut placer exactement sur cette circonférence-là. Donc, la longueur de cet arc de circonférence est exactement la même que la longueur du diamètre de ce cercle. Mais il y a encore beaucoup de place sur la circonférence, donc nous prenons un deuxième diamètre et nous allons le courber selon cette circonférence. Petite remarque intermédiaire, ici avec ce curseur, nous pouvons rétrécir et agrandir ce rayon de cercle et nous voyons bien sûr que le diamètre change en conséquence ainsi que cet arc de circonférence. Ce deuxième arc de circonférence, nous allons le placer ensuite de celui-là, donc à partir de ce point-là. Voilà. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous voyons que sur la circonférence, il y a déjà deux diamètres. Mais il y a encore de la place, donc nous pouvons placer un troisième diamètre et nous constatons qu'il reste toujours un tout petit peu de place. Par conséquent, nous pouvons dire que le périmètre de cette circonférence, c'est 3, un tout petit peu fois le diamètre, comme ceci. Et ce nombre 3, un tout petit peu, on l'a désigné par la lettre grecque pi, et 3, un tout petit peu vaut plus précisément ceci. C'est ça ce qu'on appelle le nombre pi. Donc, le périmètre du cercle vaut pi fois le diamètre, et comme le diamètre c'est le double du rayon, le périmètre vaut pi fois 2 fois r, c'est-à-dire 2pi r. Retenons cette formule ici, le périmètre d'un cercle se calcule par 2 fois ce nombre pi fois le rayon. D'ailleurs, ce nombre pi est défini comme rapport du périmètre au diamètre d'un cercle. Donc le nombre pi, c'est le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. On a choisi la lettre pi parce que c'est l'initiale du mot grec périmétros qui veut dire périmètre. Maintenant, nous allons déterminer l'aire d'un cercle.
Nous allons déterminer l'aire de ce cercle-là en construisant d'abord un carré de côté R, et ce carré, nous allons le placer sur ce disque de cercle. D'abord, nous allons placer ce quart de circonférence là. Ensuite, le coin qui reste ici, nous le tournons de moins 90 degrés et nous le plaçons sur le disque du cercle, exactement là. L'aire de la surface rouge ici, c'est bien sûr R au carré. Mais il y a encore beaucoup de place sur le disque, donc nous construisons un deuxième carré de côté R. Encore une fois, bien sûr que ceci est modifiable avec le rayon. Tout ça, c'est faisable dans ce logiciel GeoGebra. Et maintenant, ce carré-là, nous allons aussi le placer sur ce disque de cercle. D'abord, nous plaçons ce quart de cercle ici, et ce coin-là, on va le découper avec les ciseaux, et les petits morceaux, on va les placer sur cette surface-là. On va désigner ça par cette flèche bleue, et ensuite, il y a encore de la place. Donc, nous allons prendre un troisième carré de côté R, c'est-à-dire DR R carré. Ce quart de cercle, on va le placer ici, et puis le coin qui reste là, on peut encore le découper en petits morceaux, et tous ces petits morceaux, on va les placer sur cette surface-là, à côté des morceaux bleus, comme un puzzle, et il y aura assez de place. Il restera même un tout petit peu de place de libre. Désignons cela par cette flèche verte. Comme il restera un tout petit peu de place, on peut en déduire que l'aire du cercle, c'est 3, un tout petit peu fois l'aire de ce carré R carré. Et ce qui est remarquable, c'est que ce nombre 3, un tout petit peu, c'est exactement le même nombre que là, c'est exactement le même nombre pi qui est défini comme rapport du périmètre au diamètre. C'est seulement en 6e année que nous serons capables de démontrer que ce nombre 3, un tout petit peu est exactement le même que ce nombre pi. On fera ça au moyen du calcul intégral. Plaçons maintenant dans le plan le cercle de centre C et de rayon R. Dans un système de référence de ce plan, le point C a pour coordonnées C1, C2, et nous désignons par XY la coordonnée d'un point quelconque P du plan. Ces quatre nombres C1, C2, X et Y se lisent donc comme ceci dans le dessin. Ce nombre C1 est bien l'abscisse du point C. Ce nombre C2, c'est bien l'ordonnée du point C. Ce nombre X est bien l'abscisse du point P. Et ce nombre Y, c'est bien l'ordonnée du point P. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle bleu. C'est bien un triangle rectangle. Le théorème de Pythagore dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. La longueur de ce côté-là se lit aussi ici. Et ce nombre-là, c'est le nombre x dont on retire le nombre C1. Donc cette longueur-là, c'est x moins C1. Pour la même raison, la longueur de ce côté de l'angle droit là se lit aussi ici, et ce nombre-là, c'est le nombre y moins le nombre C2. Et la longueur de l'hypoténuse, c'est bien sûr le rayon de cette circonférence. Donc le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle donne de suite ce côté de l'angle droit au carré plus
ce côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Et c'est ainsi que nous avons déterminé l'équation cartésienne de ce cercle. Donc, si le rayon R et le centre C de coordonnées C1, C2 d'un cercle C sont donnés dans un système de référence, un système de coordonnées, alors ce cercle a pour équation cartésienne x moins l'abscisse du centre au carré plus y moins l'ordonnée du centre au carré est égal au rayon au carré. Une petite remarque concernant le nom des scientifiques. Dans le temps, on appelait les scientifiques par leur nom, Pythagore, et derrière, on mettait comme pour Pythagore de Samos. En fait, c'est à Samos que Pythagore est né. C'est le nom d'un lieu sur une île grecque qui se trouve près de la Turquie actuelle. D'ailleurs, pour Archimède, on a la même chose. On dit Archimède de Syracuse. Son nom, c'était Archimède, et il était né à Syracuse. Ça, c'est un lieu en Sicile. Passons maintenant à la notion d'angle. Deux demi-droites OA et OB, de même origine O, déterminent cet angle alpha, qu'on désigne aussi par l'angle AOB ou encore BOA. Dans cette façon de désigner un angle, il faut juste veiller à ce que la pointe se trouve au milieu des trois lettres. Si cet angle alpha est un angle au centre, alors on dit que alpha intercepte cet arc de circonférence. Je vais modifier l'amplitude de alpha. Nous voyons que cet angle alpha intercepte cet arc de circonférence. Cet angle alpha est très petit. Cet angle alpha-là est plus grand. Et cet angle-là est encore beaucoup plus grand. Question: en quelle unité peut-on exprimer l'amplitude d'un angle? En fait, il existe trois unités d'angle. La première, c'est les degrés, unité que nous connaissons depuis l'école primaire. Un degré désigné par dec est l'amplitude de l'angle au centre qui intercepte un 360e de la circonférence complète. Donc 1 degré, c'est la 360e partie d'un angle complet. Et comme 90 est un quart de 360, c'est qu'un angle droit mesure 90 degrés. 1 degré est donc un angle très très petit. Et pourtant, 1 degré va encore être subdivisé en 60 minutes et chaque minute va encore être subdivisée en 60 secondes. Donc un angle d'amplitude 1 seconde, c'est un angle extrêmement petit, mais ces unités d'angle-là sont très importantes, par exemple en astronomie. En fait, ce sont les Babyloniens qui habitaient en Mésopotamie qui ont inventé ce système d'unités d'angle, système que nous connaissons aussi de la montre. Une heure est subdivisée en 60 minutes et une minute est encore subdivisée en 60 secondes. Le mot Mésopotamie signifie le pays entre deux fleuves, Euphrate et Tigris. En fait, la terre entre ces deux fleuves, donc la Mésopotamie, était tellement fertile que les hommes pouvaient s'occuper d'autre chose que de procurer de la nourriture. Donc, ils ont eu le temps de s'asseoir et de commencer à réfléchir. En fait, la Mésopotamie, c'est le berceau de nos sciences actuelles.
La calculette connaît également cette subdivision d'un degré en minutes et en secondes. Allons voir où ça se trouve. Nous avons cette touche-là. Nous allons introduire un angle. Imaginons par exemple 52 degrés. Donc j'ai introduit le 52. Maintenant je clique sur cette touche-là. Degrés, minutes, secondes. Clic. Nous voyons que là, il apparaît un petit carré. Entrons maintenant encore 45 minutes. Donc 45. On clique encore une fois sur cette touche minutes. Et par exemple 17 secondes. 17, clique sur la touche seconde. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans le display, on dirait que la calculette ne fait pas de différence entre degrés, minutes et secondes. Pourtant, si on clique maintenant sur la touche Enter, la touche égale, clique, on voit bien apparaître 52 degrés, 45 minutes et 17 secondes. Faisons maintenant un peu de place pour après et passons à une deuxième unité d'angle, le radian, qu'on désigne souvent par RAD. Le radian, c'est l'amplitude de l'angle au centre qui intercepte un arc de cercle de longueur L égale au rayon du cercle. Donc, un radian, c'est l'amplitude de l'angle au centre qui intercepte un arc de circonférence dont la longueur vaut exactement le rayon. Donc c'est ça un radian. Je vais maintenant essayer de mettre l'angle au centre sur 2 radians. Voilà. Les 2 radians, c'est l'amplitude de cet angle au centre qui intercepte un arc de circonférence dont la longueur, c'est 2 fois le rayon. Faisons maintenant le calcul suivant. Nous allons diviser la longueur de l'arc intercepté par le rayon du cercle. Cette longueur, c'est 2 fois le rayon. Et si on divise 2R par R, il reste le 2. Maintenant, je vais essayer de mettre la longueur de l'arc intercepté sur 3. Voilà. Donc, la longueur de cet arc rouge intercepté par cet angle au centre, c'est 3 fois le rayon. Si nous divisons cette longueur de l'arc intercepté par le rayon, nous obtenons 3R divisé par R, c'est-à-dire le 3. Maintenant, je vais essayer d'obtenir comme arc intercepté un demi-cercle. Voilà. Maintenant, nous allons déterminer l'amplitude de cet angle au centre qui intercepte cette demi-circonférence. L'amplitude de l'angle au centre exprimée en radians, c'est la longueur de cette demi-circonférence, c'est-à-dire pi fois r, divisé par le rayon. Et pi fois r divisé par le rayon, c'est pi. Nous en déduisons donc que 180 degrés correspond à pi radian. Nous pouvons aussi déduire de tous ces raisonnements que l'angle au centre exprimé en radians, ce n'est rien d'autre que la longueur de l'arc de circonférence intercepté par cet angle au centre, divisé par le rayon de la circonférence. Donc, encore une fois, l'amplitude d'un angle au centre exprimé en radians, c'est la longueur de l'arc de circonférence intercepté divisé par le rayon de cette circonférence. Il existe une troisième unité d'angle, c'est le gradient, qu'on désigne par grade, par cône ou par un grand G. Le cône, ça vient du mot grec gono, qui signifie angle. Un gradient, c'est l'amplitude de l'angle au centre
qui intercepte un 400e de la circonférence entière, dont nous déduisons de suite qu'un angle droit a une amplitude de 100 gradients. Mais en Europe, on n'utilise pas cette unité d'angle. Nous allons utiliser les degrés ainsi que les radians. Notre calculette connaît ces trois unités d'angle, les degrés, les radians ainsi que les gradients. Allons voir où ça se trouve. Nous voyons ici sur le display un D. Ça signifie que la calculette est mise sur degrés, cette unité d'angle-là. Pour changer l'unité d'angle, nous allons dans le setup qui est écrit en jaune. Donc, nous activons la touche Shift, Shift pour jaune. Clic. Nous allons maintenant dans le setup et nous voyons le 2 en allemand Winkeleinheit, en français unité d'angle. Choisissons donc le 2 et les voilà, les trois unités d'angle. Pour le moment, la calculette est mise sur degrés. Si nous souhaitons avoir des radians, nous choisissons ici le 2. Je clique sur 2, clic, et voilà, la calculette est mise sur radians. Voyons maintenant comment on convertit des degrés en radians et des radians en degrés. Commençons par l'angle plat 180 degrés. Nous savons bien que 180 degrés correspond à pi radian. Gardons ceci comme pont d'une unité à l'autre. Quand on dessine beaucoup d'angles dans un cercle, alors on ne représente plus l'angle proprement dit, mais simplement ce côté d'angle avec ce point. Donc on laisse en fait tomber l'angle dans le dessin, comme ceci, et ça ne fonctionne évidemment qu'avec la convention que le point de départ se trouve là. Et aussi la convention que on dessine les angles positifs dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre et les angles négatifs dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, l'angle 90 degrés. À partir de ce point-là, nous traçons l'angle 90 degrés comme ceci, et comme 90 degrés c'est la moitié de 180 degrés, il faut forcément que cet angle exprimé en radians soit la moitié de pi, c'est-à-dire pi demi. Donc 90 degrés correspond à pi demi. Nous laissons tomber cet angle-là. Passons à l'angle 45 degrés. 45 c'est la moitié de 90. Autrement dit, 45 degrés exprimé en radians, c'est la moitié de pi demi, c'est-à-dire pi quart. Nous faisons de nouveau disparaître l'angle, comme ceci. Passons à 30 degrés. 30 degrés, en fait c'est un tiers de 90 degrés, ou encore un sixième de 180 degrés. Donc 30 degrés correspond à un sixième de pi en radians, c'est-à-dire pi sixième. Et cet angle 60 degrés, 60 degrés c'est un tiers de 180 degrés. Donc 60 degrés correspond à pi tiers radian. Voilà, c'est fait. Regardons maintenant pour l'angle complet, 360 degrés, mais 360 c'est le double de 180. Et le double de pi, c'est 2 pi. Donc l'angle complet vaut 2 pi radians. On fait de nouveau disparaître l'angle. Et bien sûr que l'angle 0 degré correspond à 0 radian, puisque la longueur de l'arc intercepté par l'angle au centre vaut 0. Donc 0 degré, c'est aussi 0 radian. Pour toutes les autres conversions, nous utilisons une règle de 3 ou bien la calculatrice. Regardons par exemple ceci. Nous souhaitons calculer 2 radians, c'est combien de degrés?
Nous allons appliquer pour cela la règle de 3. Commençons par les inputs. Les inputs, ce sont des radians, c'est ce qu'on connaît, et les outputs, ce sont des degrés, c'est ce qu'on cherche. Alors dans notre petit tableau de la règle de 3, nous écrivons à gauche les radians et à droite les degrés, en commençant par ce pont. Pi radian, c'est 180 degrés. Maintenant, de ces pi radians, nous souhaitons passer à 2 radians. Et pour cela, nous allons passer par l'étape 1 radian. Donc de là à là, on passe toujours à l'unité. Pour passer de pi à 1, il faut diviser par pi. Donc par la règle de 3, de l'autre côté, il faut également diviser par pi. Autrement dit, 1 radian correspond à peu près à 57,30 degrés. Maintenant, nous souhaitons passer de 1 radian à 2 radians. Pour cela, il faut ici multiplier par 2. Donc aussi de l'autre côté, et c'est ainsi que nous trouvons que 2 radians correspondent à peu près à 114,6 degrés. Voyons maintenant au moyen de ces 3 exemples comment on peut passer d'une unité d'angle à une autre unité au moyen de la calculette. Le premier exemple, 1 radian, c'est combien de degrés? Le input, ce qu'on va entrer dans la calculette, c'est 1 radian. Le output, c'est la réponse livrée par la calculette, c'est des degrés. D'abord, il faut mettre la calculette sur l'unité output, donc sur degrés. Nous allons mettre la calculette sur degrés. Ici, il faut bien le faire parce qu'elle est mise sur radian. Pour la mettre sur degrés, on va aller dans le setup qui est en jaune. Donc, on va activer la touche Shift pour jaune. Je clique sur Shift, clic, je clique sur le setup, clic. Et nous voyons ici la catégorie 2, unité d'angle, Winkeleinheit en allemand. Donc on va choisir le 2, clic, et là nous pouvons choisir l'unité output. Ce sont des degrés, donc on choisit le 1, clic, et la calculette est bien mise sur degrés. Maintenant nous allons entrer 1 radian. Je clique sur 1, clic, mais il faut dire à la calculette que c'est 1 radian parce qu'elle est mise sur degrés. Pour lui dire que le input c'est des radians, on va utiliser cette touche option. Je clique dessus, clic. Nous voyons ici le 2, unité d'angle. Je clique donc sur le 2, clic. Et là, nous voyons 1 degré, 2 radians, 3 gradients. Nous savons que ce qui est entré, c'est des radians, donc on choisit le 2 pour radian. Je clique sur 2, clic, et voilà, nous voyons que la calculette a compris que c'est bien 1 radian. Et pour savoir combien de degrés ça fait, il suffit de cliquer sur la touche Enter, sur la touche égale, je clique, clic, et hop, voilà la réponse. Ce qui signifie donc que 1 radian correspond à 57,2957791 degrés, nombre que nous allons reporter dans ce tableau-là. Hop, c'est fait. Deuxième exemple, cet angle-là, exprimé en degrés, minutes et secondes, vaut combien de radians? On va commencer à mettre la calculette sur l'unité du output. Faisons ça. D'abord, je vais faire un peu de place. Voilà. On met la calculette sur l'unité radian, unité output. Elle est mise sur degrés, donc Shift Setup. Il faut des radians. Donc Winkeleinheit, unité d'angle d'abord, clic sur 2. Radian, clic sur 2. Voilà, elle est mise sur radian. Maintenant, nous allons introduire cet angle-là. Donc, 45 degrés, 20 minutes,
36 secondes. Clique sur Enter, clique, et nous voyons bien ici l'angle introduit. C'est bien cet angle-là. Mais pour bien dire à la calculette qu'il s'agit ici de degrés, minutes et secondes, et non pas de radians, on va activer la touche Option. Je clique dessus, clique. On choisit la deuxième catégorie, unité d'angle. Je clique sur le 2, clique. Et là, on va choisir le 1 pour degré. Clique sur 1. Donc, la réponse qu'on vient d'avoir sur le display, la réponse, ANS est écrit pour le mot anglais answer, qui veut dire réponse. Et cette réponse exprimée en degrés vaut combien en radians? Il suffit de cliquer sur Enter, clique, et voilà, cet angle-là, exprimé en radians, vaut à peu près 0,79, valeur que nous allons reprendre dans notre tableau, et voilà, c'est fait. Troisième exemple, 157,5 degrés vaut combien de radians? Nous avons compris, nous mettons d'abord la calculette sur l'unité radian, l'unité output, allons voir. Elle est mise sur radian, donc c'est OK. Maintenant, on fait d'abord un peu de place, hop, hop. Nous allons introduire cet angle-là, 157,5. Nous disons à la calculette que c'est bien des degrés, donc touche Option, clique, 2 pour unité d'angle, clique, et 1 pour degré, clique. 157,5 degrés, c'est combien de radians? Il suffit d'activer la touche Enter, clique, et hop, cet angle-là vaut 7 pi huitième de radian, valeur que nous allons reprendre ici. Hop, c'est fait. Passons maintenant à la notion de secteur de cercle. Cet angle au centre alpha intercepte cet arc de circonférence de longueur L et détermine aussi cette surface-là qu'on appelle secteur de cercle. Nous allons maintenant déterminer la formule qui permet de calculer l'aire d'un tel secteur de cercle. Ça, nous le faisons au moyen de la règle de 3. Si l'angle au centre vaut 2 pi radians, 360 degrés, alors le secteur de cercle, c'est le cercle entier, dont l'aire vaut pi r carré. Donc, à l'angle au centre 2 pi radians, correspond l'aire du secteur de cercle, pi r carré. Nous allons maintenant passer des 2 pi radians à l'unité 1 radian. Pour passer de 2 pi à 1, il faut diviser par 2 pi. Par la règle de 3, il faut aussi diviser par 2 pi de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Et nous voyons ici que l'aire du secteur de cercle déterminé par l'angle au centre de 1 radian, c'est la moitié du carré du rayon du cercle. Maintenant, on va passer de 1 radian à alpha radian. Ça, on va donc multiplier par alpha. Voilà, c'est fait. Par la règle de 3, il faut faire la même chose de l'autre côté. Hop, c'est fait. Et nous constatons que l'aire du secteur de cercle déterminé par cet angle au centre d'amplitude alpha est égal à cet angle au centre, alpha, fois r au carré divisé par 2. Retenons cela comme formule de calcul d'aire de ce secteur de cercle. Son aire, c'est donc alpha, mais important exprimé en radian, fois le carré du rayon divisé par 2. Repartons un peu de cette formule-là. A, c'est alpha fois r carré demi. Et le r carré, nous allons l'écrire sous forme r fois r. Ici, nous voyons ainsi apparaître le produit alpha fois r, qu'on voit aussi dans cette formule-là en mettant le r de l'autre côté,
Faisons ça. Partons de alpha égale L sur R, cette formule-là, et mettons le R de l'autre côté. Ainsi, nous voyons que alpha fois R est égal à L. Donc, dans cette formule-là, nous pouvons remplacer alpha fois R par ce L et nous constatons que l'aire de ce secteur de cercle peut aussi se calculer par la longueur de l'arc intercepté fois le rayon du cercle divisé par 2. Ceci, ça fait penser un tout petit peu à la formule d'aire d'un triangle. C'est cette longueur-là fois le rayon divisé par 2. Mais attention, ce n'est pas un triangle. Ça permet juste de retenir la formule pour calculer l'aire de ce secteur de cercle. On fait presque comme pour le triangle. On fait base fois hauteur divisé par 2. Voici un modèle de cône et nous voyons bien grâce à ces traits-là que tous les points de cette circonférence de base se trouvent à la même distance du sommet du cône. Donc forcément, si on développe ce cône, on obtient un secteur de cercle. Donc, pour calculer la surface latérale d'un cône, il suffit de calculer la surface d'un secteur de cercle. Donc, pour calculer l'aire latérale d'un cône, c'est-à-dire l'aire de ce secteur de cercle, il suffit d'appliquer cette formule-là. Cette formule-là dit que il faut d'abord calculer la longueur de cet arc de cercle, mais c'est évidemment le périmètre de ce cercle, c'est-à-dire 2πr. Donc la longueur de cet arc, c'est 2πr. Longueur qu'il faut multiplier par le rayon de ce secteur de cercle, c'est-à-dire par ce rayon-là, ou encore par ceci, c'est-à-dire grand S, c'est fait. Et puis, il faut diviser ce produit par 2, c'est fait. Dans cette fraction, on peut encore simplifier par 2, et nous trouvons ainsi que l'aire latérale de ce cône, c'est-à-dire l'aire de ce secteur de cercle, ce n'est rien d'autre que pi fois le rayon de la base fois cette longueur-là. Formule que nous pourrons finalement appliquer pour résoudre notre tâche introductive. Il s'agissait de calculer l'aire de ce toit qui peut être modélisé par un cône. Voici quelques propriétés très importantes d'angle. Rappelons-nous qu'un angle est défini par deux demi-droites OA, OB, ayant la même origine. Voici la première propriété. Des angles opposés au sommet ont la même amplitude. Donc cet angle alpha a exactement la même amplitude que cet angle bêta. Pour le démontrer, nous allons nous servir de ce troisième angle gamma. Et d'abord, nous cachons une partie du dessin, comme ceci, et il est évident que cet angle alpha plus cet angle gamma, ça donne 180 degrés, dont nous pouvons déduire que l'angle alpha est égal à 180 degrés moins cet angle gamma. Maintenant, nous faisons réapparaître le dessin entier et nous cachons une autre partie du dessin, et la partie restante permet de déduire de suite que l'angle bêta plus cet angle gamma donne de nouveau 180 degrés, dont nous déduisons que l'angle bêta est égal à 180 degrés moins gamma. Oui, mais l'angle alpha vaut aussi 180 degrés moins gamma, et par conséquent, l'amplitude de l'angle alpha est égale à l'amplitude de l'angle bêta. Nous allons faire réapparaître le dessin complet, et voilà la première propriété. Deuxième propriété, deux angles alternes internes ont exactement la même amplitude. On dit que ce sont des angles alternes
parce qu'il change de côté par rapport à cette droite AB. On dit que ce sont deux angles internes parce qu'ils se trouvent à l'intérieur de ces deux droites parallèles. Pour démontrer que ces deux angles alternes internes ont la même amplitude, nous allons construire un point M se trouvant sur ce segment AB. Par exemple, le milieu du segment AB. Et par ce milieu, nous allons construire la perpendiculaire à ces deux droites parallèles. Ainsi, nous obtenons ici deux triangles, et il n'est pas compliqué du tout de démontrer que ces deux triangles sont semblables. En effet, les deux angles AMC et BMD, angles opposés au sommet, ont la même amplitude par cette propriété-là. Et l'angle ACM, c'est un angle droit. L'angle BDM aussi, par construction de ce segment CD. Vu que les deux angles sont des angles droits, ils ont la même amplitude. Et par conséquent, nous nous trouvons dans un cas de similitude de ces deux triangles, à savoir le cas angle-angle. Donc on peut en déduire que ces deux triangles sont semblables, d'où aussi cet angle-là doit être égal à cet angle-là. Et par conséquent, l'angle alpha et l'angle bêta ont la même amplitude. Voilà. Troisième propriété, la somme des angles intérieurs à un triangle vaut 180 degrés. Donc ici, alpha plus bêta plus gamma vaut 180 degrés. Pour démontrer cela, nous construisons d'abord la droite BC et par le point A, nous traçons la parallèle à cette droite BC. Voilà deux parallèles et comme séquente d'angles alternes internes, nous allons choisir une fois la droite AB et une fois la droite AC. Regardons pour cette séquente AB. Cet angle bêta et cet angle-là, ce sont deux angles alternes internes, qui ont donc la même amplitude. Donc cet angle-là a la même amplitude que celui-là. Appelons-le aussi bêta. Si nous considérons la séquente AC, alors cet angle gamma et cet angle-là sont également deux angles alternes internes qui ont la même amplitude. Donc cet angle-là a la même amplitude que celui-là. Nous allons donc également l'appeler gamma. Maintenant, ça crève les yeux que alpha plus bêta plus gamma donne 180 degrés, ce qu'il fallait démontrer. Propriété suivante, nous avons un angle au centre et un angle inscrit qui interceptent le même arc de circonférence. Voici l'angle inscrit ASB, dont l'amplitude vaut alpha, et voici l'angle au centre AOB, dont l'amplitude vaut bêta. Il paraît que l'amplitude bêta vaut exactement le double de l'amplitude alpha. Peu importe où se trouve ce point S sur la circonférence, si cet angle inscrit et cet angle au centre interceptent le même arc de circonférence, ici l'arc AB, alors l'amplitude de cet angle inscrit, c'est toujours la moitié de l'amplitude de cet angle au centre. Pour démontrer cette propriété, nous allons relier S à O et nous allons prolonger ce segment sous forme de diamètre. Ainsi, nous obtenons ici l'angle ASO que nous allons appeler alpha 1 et ici, nous obtenons l'angle AO point que nous allons appeler β1 comme ceci. Ce triangle AOP
ce triangle AOS, c'est un triangle isocèle, vu que OS, c'est le rayon du cercle, et OA aussi. Et nous savons que les deux angles de base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. Donc l'amplitude de cet angle OAS est également alpha 1, comme celui-là. Et maintenant, nous allons utiliser cette propriété-là dans le triangle AOS. La somme des trois angles donne 180 degrés. Donc, alpha 1 plus alpha 1, c'est-à-dire 2 alpha 1, plus cet angle-là, c'est-à-dire 180 degrés moins bêta 1, cette somme donne 180 degrés. Ici, nous avons 180 des deux côtés qui s'enlèvent donc, et le moins bêta 1, on va le mettre de l'autre côté pour obtenir ainsi que l'angle bêta 1, c'est le double de l'angle alpha 1. Donc cet angle bêta 1, c'est le double de cet angle alpha 1. Maintenant, nous allons faire exactement le même raisonnement pour le triangle BOS. Nous obtenons ainsi les angles alpha 2 et bêta 2. Vu que le triangle BOS est isocèle, l'amplitude de cet angle-là, c'est également alpha 2. Et l'amplitude de l'angle BOS, c'est 180 degrés moins bêta 2. La somme des trois angles du triangle OBS vaut bien sûr 180 degrés, d'où nous déduisons comme avant que bêta 2 est égal à 2 alpha 1. Regardez bien, cet angle-là est égal à celui-là. Cet angle-là est égal à celui-là. Donc bêta 1 plus bêta 2 doit être égal à 2 alpha 1 plus 2 alpha 2, comme ceci. Et pour 2 alpha 1 plus 2 alpha 2, nous pouvons encore mettre le 2 en évidence. Regardons ce que nous avons là. Bêta 1 plus bêta 2. Bêta 1 plus bêta 2. Mais c'est bêta ça. Donc cette somme, c'est bêta. Là, on a alpha 1 plus alpha 2. Regardons. Alpha 1 plus alpha 2. Mais la somme de ces deux angles, c'est alpha. D'où nous déduisons finalement que bêta doit être égal à 2 fois alpha. Ce qu'il fallait démontrer. Je vais bouger toutes ces constructions géométriques. Voilà. Et maintenant, nous passons à la propriété suivante. Je prétends que tous les angles inscrits ASB qui interceptent le même arc de circonférence AB doivent avoir la même amplitude. Tous ces angles alpha-là ont la même amplitude. Pourquoi? Parce que leurs amplitudes sont toutes égales à la moitié de cet angle au centre, interceptant le même arc de circonférence AB. Autrement dit, alpha, c'est la moitié de bêta. Cet angle-là aussi. Cet angle-là aussi. Et par conséquent, tous les angles inscrits interceptant le même arc de circonférence, ici AB, ont la même amplitude. De cette propriété-là, on peut très vite déduire que si on relie un point quelconque d'une circonférence à deux extrémités d'un diamètre, ce point quelconque étant différent des extrémités du diamètre, alors on obtient toujours un angle droit. Pourquoi? Parce que cet angle-là, c'est un angle inscrit interceptant cette demi-circonférence AB. Et l'angle au centre correspondant, mais c'est l'angle plat, puisque c'est l'angle au centre interceptant une demi-circonférence. Or, tout angle inscrit qui intercepte le même arc de circonférence qu'un angle au centre en vaut la moitié. Et la moitié de 180, c'est 90 degrés.
Voilà, donc encore une fois, en reliant un point quelconque d'une circonférence à deux extrémités d'un diamètre, sachant que ce point est différent des extrémités de ce diamètre, on obtient toujours un angle droit. Cette propriété-là est appelée en Allemagne le théorème de Thalès. Et notre théorème de Thalès s'appelle en Allemagne der Strahlensatz, le théorème des rayons. Je vais encore faire bouger toutes ces boîtes sélection, voilà, et nous avons une belle vue de propriétés extrêmement importantes d'angle.